Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du Forum européen de bioéthique pour cette dernière table ronde de ce forum dont la thématique s'articule autour de la bioéthique en temps de crise. Je vais tout de suite laisser la parole à Israël Nizan pour présenter cette table ronde. Merci Aurélien. La question cesser d'exister pour rester en vie a traversé tout le forum depuis le début. Et à l'acmé du confinement, de la pandémie, ce leitmotiv s'est répandu, comme si la santé était la valeur suprême à protéger. Après tout, s'il est vrai qu'en son absence, il est difficile d'envisager quoi que ce soit d'autre, la santé est essentielle, mais l'être humain n'a-t-il pas d'autres besoins vitaux que celui de se soigner, manger, boire, respirer, se vêtir et avoir un toit au-dessus de sa tête ? Dans cette optique, il est donc intéressant d'opposer la survie à l'existence. Pour nous accompagner dans cette réflexion, Éric Fiat, qui est professeur de philosophie et d'éthique médicale à l'université de Marne-la-Vallée et qui nous accompagne au forum depuis un moment déjà, Marie-Frédérique Baquet, professeure de psychopathologie à l'Université de Strasbourg et psychanalyste française. Maurice Corcos, psychiatre PUPH à Paris-Descartes, responsable du département de psychiatrie de l'adolescent et de l'adulte jeune à l'Institut mutualiste Montsouris et professeur de psychiatrie infanto-juvénile. Il est également psychanalyste. Enfin, depuis le début du forum, depuis des années, le professeur David Le Breton, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Et je vais commencer par donner la parole à Éric Fiat pour essayer de répondre à cette question. Peut-on cesser d'exister ou faut-il cesser d'exister pour rester en vie ? Merci Israël de ton invitation et de votre présence à tous, à toutes. Notre rencontre de ce soir part de la distinction de l'existence et de la vie. Cette distinction peut être contestée et peut-être qu'elle le sera par certaines de mes collègues. Je vais cependant la reprendre à mon compte et avec peut-être quelques nuances et d'abord rappeler son origine dans l'histoire de la philosophie. L'origine de cette distinction entre vivre et exister se trouve, je crois, dans l'œuvre d'un philosophe que j'ai toujours un peu scrupule, voire un peu de gêne à citer, puisqu'il s'agit de Heidegger. Enfin, plus précisément, dans cette grande œuvre de l'histoire de la philosophie, qui est tout de même Être étant, Sein und Zeit, où Heidegger pose en substance que les végétaux et les animaux ne font que vivre, alors que l'homme, lui, existe. Alors évidemment, il peut apparaître absurde à première vue de dire que les végétaux et les animaux n'existent pas. Mais il faut être un peu attentif à l'origine étymologique du mot « exister ». On y trouve le verbe latin « sistere » qui veut dire « se tenir ». Et puis on y trouve évidemment le petit préfixe « ex », ex qui veut dire « en dehors ». Votre ex, c'est celui ou celle qui est en dehors de votre vie, pour le meilleur ou pour le pire. De sorte que exister, c'est étymologiquement se tenir en dehors. Heidegger n'a pas tort de se fonder donc sur les données étymologiques pour affirmer que pour exister, il ne suffit pas simplement d'être là, de subsister, de vivre en somme. Non, pour exister, et j'insiste sur le petit préfixe ex qui veut dire en dehors, pour exister, eh bien, il faut vivre en étant ouvert à quelque chose d'autre que la vie. Vivre en étant ouvert à quelque chose d'autre que la vie. Et cette autre chose, pour Heidegger, c'est essentiellement la mort. Qu'est-ce qui nous est murmuré ici ? C'est en somme simplement que seuls existent les êtres qui vivent en sachant qu'ils vont mourir. Et Heidegger de dire que l'homme est un être pour la mort, etc. En d'autres termes, il faut vivre pour exister, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vivre pour exister, mais il n'est pas suffisant de vivre pour exister. Si j'étais pas clair, vous me le diriez.
Vous me le direz peut-être tout à l'heure. Et donc la vie apparaîtra comme l'ensemble des conditions de possibilité de l'existence. Ce sont des conditions absolument indispensables, nécessaires, mais pas suffisantes. Exister, ce n'est pas seulement subsister. Il ne faut donc pas réduire l'existence à la subsistance, il ne faut pas réduire l'existence à la vie, ni la vie à la survie, et se garder donc de tout réductionnisme. Le réductionnisme, c'est le malin plaisir de la dévaluation, mais on ne peut dévaluer que ce qui a un grand prix, et seuls les articles de premier choix peuvent être l'objet d'une ristourne. Bon, je m'écarte à présent sans regret de Heidegger pour proposer que ce qui singularise l'homme dans la nature, c'est sans doute le fait qu'il est le seul vivant à savoir qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. En jargon philosophique, en patois philosophique, je dirais que l'homme, c'est le seul être vivant qui se sache contingent et mortel. Parce que est contingent un être qui existe mais qui aurait pu ne pas exister, et mortel un être qui existe mais qui n'existera plus. Alors bien sûr, tous les vivants sont contingents et mortels. Cette rose aurait pu ne pas être et ne sera plus. Elle n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau, et elle ne sera plus quand elle sera fanée et pourrie. Ce phacochère est contingent et mortel. Il n'aurait pas été si son père et sa mère phacochère n'avaient point copulé. Bon, le spectacle me paraît une horreur, mais enfin ça a bien dû exister pour qu'il fût là. Et puis un jour il ne sera plus, il mourra. Nous aussi nous sommes contingents et mortels. Vous auriez pu ne pas être. Et vous n'auriez pas été si votre père n'avait pas rencontré votre mère, si leur conversation n'avait pas pris le tour un peu charmant qu'elle a pris, s'il ne s'était rien passé 9 mois avant votre naissance, etc. Et puis vous ne serez plus, car comme disait la tradition, chaque homme est mortel et chacun l'est pour soi. Oui, mais nous le savons. Et il me semble que ce savoir change la nature de notre vie, au point en effet d'en faire une existence. Mon idée, ma proposition, c'est que savoir que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus, ça nous conduit à une interrogation fondamentale sur notre légitimité d'être. Est-ce que je suis digne d'être, moi qui aurais pu ne pas être? Est-ce que je suis digne d'être encore, moi qui ne serai plus? Et je crois que ces deux savoirs, savoir que je suis contingent, savoir que je suis mortel, fomentent en nous deux sentiments opposés entre lesquels nous oscillons toute notre vie. Je parlerai du sentiment que l'existence est un cadeau d'une part, et le sentiment que l'existence est un fardeau d'autre part. C'est quoi l'existence cadeau? C'est quoi l'existence fardeau? Existence cadeau. J'aurais pu ne pas être si mon père n'avait pas rencontré ma mère, s'il ne s'était point aimé. Je suis. Mais quelle chance! La vie est une merveille. Je ne serai plus car je vais mourir un jour, mais je suis encore. Quelle chance! La vie est un cadeau merveilleux. Oui, mais malheureusement, ce sentiment peut donner lieu aussi à l'idée que l'existence est un fardeau. J'aurais pu ne pas être, je suis, est-ce que ça vaut le coup? Je suis encore, est-ce que ça vaut le coup? Serge Gainsbourg a fait chanter à Birkin, Jane Birkin, dans le dernier album qu'il a composé pour elle, ces vers, je trouve très beaux. Avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Le sentiment que l'existence est un fardeau. Et pour parodier la formule gainsbourgienne, on pourrait dire qu'avec cette difficulté d'être, il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être. Nous sommes donc toujours à la recherche de cette légitimation du fait d'être alors qu'on aurait pu ne pas être. Et je crois tout simplement qu'on ne peut pas s'auto-légitimer. La seule légitimation du fait que je sois et que je sois comme je suis, qui est de la valeur, c'est celle qui me vient des autres. Et voilà pourquoi Jean Gabin avait raison de dire dans la chanson « Je sais » que le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire « il fait très beau ». C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse, car rien ne légitime plus une existence humaine que l'amour, car l'amour, c'est la célébration d'un être et de sa manière d'être. Je t'aime veut dire je célèbre le fait que tu sois et que tu sois comme tu es. Alors c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut renverser la pyramide de Maslow.
La pyramide de Maslow, je parle sous le contrôle de mes collègues plus savants que moi en matière de psychologie, c'est une pyramide qui fixe les besoins des êtres humains et qui en effet à la base, besoins fondamentaux, dormir, manger, boire, je ne sais. Et puis alors il y aurait, on remonte vers le sommet, des besoins moins fondamentaux, comme le besoin d'être reconnu et le besoin d'être aimé, taratata. Renversons la pyramide de Maslow, car à mon avis, chez l'homme, le désir d'être aimé est plus profond que le désir d'être. Et continuer d'être si je ne me sens pas légitimé ne m'intéresse pas. Pour parler à la manière de Spinoza, konatoutiser, persévérer dans son être à sa manière d'être, ça ne m'intéresse pas si je ne rencontre que des êtres qui me délégitiment. Il me semble que on peut trouver évidemment une autre légitimation que dans l'amour, dans le travail par exemple. Mais il me semble que depuis le début de cette aventure incroyable qu'est la nôtre, notamment pendant le premier confinement, nous avons été nombreux à avoir été privés du sel de l'existence parce que nous ne rencontrions plus ce qui jadis nous donnait un peu le sentiment que ça valait le coup d'être et d'être encore. Cette souffrance morale ne me fait en rien oublier les angoisses plus radicales peut-être, de ceux de nos contemporains qui, depuis le début de cette crise, ont peur de perdre la vie, ou ont peur de ne pas longtemps survivre, ni physiquement, ni économiquement. Les confinés qui, comme moi, jouissent du confort de ne pas avoir le souci du lendemain, parce que l'université continue à me payer, et qui n'ont pas le souci de remplir le frigo, ne doivent pas jamais oublier qu'il est des êtres qui craignent pour leur vie. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas reconnaître qu'il y a là quand même une souffrance morale. De sorte que très partagé, me semble-t-il, est le sentiment d'une perte, d'un effondrement, d'un manque en tout cas chez beaucoup d'entre nous. Le restaurateur, dont le bel établissement est de nouveau fermé. Le musicien dont toute la série de concerts est annulée. Tous deux n'ont-ils pas l'impression que leur talent n'intéresse plus personne et ne manque pas à l'humanité? C'est le talent dans la confection de la choucroute de mer pour le premier, le talent dans le maniement de l'archet pour le violoniste, les grands-parents qui ne voient plus leur petite fille ou la voient sans pouvoir l'embrasser, l'étudiant bien portant mais confiné seul chez lui qui mange tout seul son pain. Un grand philosophe nommé Jean-Pierre Coff a dit un jour « Le pain appelle le copain ». Je trouve cette formule très très profonde. Avec des amis philosophes, un jour on se demande qu'est-ce que la beauté, et l'un d'entre nous propose « Le beau, c'est ce devant quoi je voudrais être deux ». Le plus beau spectacle du monde, la plus belle musique du monde, si je suis seul à l'entendre, à le regarder, c'est comme si j'en étais privé. Et puis, la vieille dame qui attend les visites à l'EHPAD et qui ne les a point, l'infirmière qu'on n'applaudit plus à 20h, et qui, après le Ségur de la santé, dont on attendait monts et merveilles, a l'impression que la montagne a accouché d'une souris, comment n'éprouverait-il pas un doute au sujet de leur légitimité? Tous ont l'impression que leur vie n'est plus qu'une existence. Pardon, que leur vie n'est plus une existence, que leur existence n'est plus qu'une vie. Et tous en souffrent et éprouvent douloureusement ce que coûte le quoi qu'il en coûte. Et je terminerai par cette idée. Sauvons des vies quoi qu'il en coûte, avait dit notre président dans une intervention maintenant célèbre. À la même époque, Boris Johnson refusa d'abord de paralyser le pays. Vous savez qu'il dut bientôt changer de position. Est-ce que je suis en train de leur reprocher d'avoir dit « sauvons des vies quoi qu'il en coûte » ? Non. Est-ce que je suis en train de leur reprocher leur souci excessif de la vie, leur secondarisation de ce qui fait la beauté de l'existence? J'oserais pas. Est-ce que je suis en train, en somme, de leur reprocher d'avoir sacralisé la vie, au point de lui sacrifier ce qui fait le prix de l'existence, Le sacré, c'est ce qui interdit le sacrilège et qui permet le sacrifice. Non. Pourquoi ? Parce que je ne nie en rien la beauté qu'il y a à sauver une vie. Surtout en une époque qui affirme que toute vie humaine est sacrée. Mais ce que je voudrais faire comprendre pour finir, en effet, c'est que tous les hommes n'ont pas toujours pensé ainsi. Au XVIIIe siècle, on ne pensait pas que la vie humaine était sacrée. Lorsque un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge de 11 ans, lorsque le risque de mourir en couche était, je crois, 150 fois plus important qu'aujourd'hui, la vie n'était pas sacrée et le salut importait plus
que la santé, le salut de l'âme importait plus que la santé du corps, tout simplement parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens pour sauver cette santé du corps. Les progrès de la médecine, pour qui nous devons avoir une éternelle gratitude, ont heureusement contribué à une revalorisation de la vie, voire à quelque chose comme sa sacralisation. Et puis il y a aussi autre chose qui a peut-être conduit à sacraliser la vie, c'est, je dirais, les 2 dernières guerres mondiales. Avant elles, on pensait qu'on pouvait sacrifier sa vie, donner sa vie pour la patrie. Et le problème, c'est qu'en 1914, ceux qui allaient au combat pour la patrie et qui espéraient faire revenir les temps héroïques ont rencontré une épouvantable boucherie. Les progrès médicaux d'un côté, les horreurs de la guerre ont participé de cette sacralisation de la vie, et la philosophe Simone Weil écrit quelque chose de très juste. Je lui laisse le mot de la fin. Quand quelqu'un va dans le dévouement beaucoup plus loin que son cœur ne le pousse, il se produit inévitablement une sorte de réaction violente, une sorte de révulsion dans les sentiments. Cela se voit dans les familles quand un malade a besoin de soins qui dépassent l'affection qu'il inspire. Il est l'objet d'une rancune refoulée, parce qu'inavouable, mais toujours présente comme un poison secret. Et Simone Weil ajoute, la même chose s'est produite entre les Français et la France après 1918. Il lui avait trop donné. Il lui avait donné davantage qu'il n'avait dans le cœur pour elle. Et alors c'est pourquoi, en effet, après la guerre, Giono va écrire Triomphe de la vie, et Céline va écrire Le voyage au bout de la nuit, où Bardamu ne cesse de dire « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir », et il ne cesse de dire aussi « Il n'y a que la vie qui compte ». Alors voilà pourquoi peut-être la vie nue, nous semble aujourd'hui avoir pris la place du sacré, au point qu'il faille cesser d'exister pour rester en vie. Je laisse la question ouverte. Je reste dans l'incertitude suspensive d'une hésitation dont peut-être mes collègues futurs m'aideront à sortir. Merci de votre attention. Merci Éric Fiat. On reviendra sûrement vers vous pour vous re-questionner sur votre exposé. Et je donne la parole, on va alterner le monde du psy, du monde des sciences humaines, à Maurice Corcos. Maurice, j'espère que tu as une meilleure liaison. Oui, enfin j'espère aussi. J'ai changé en tout cas le système. Merci, bonjour à tous, bonjour à vous, merci de cette invitation. Écoutez, moi je vais tenter de rester dans le champ de mon expérience clinique, c'est-à-dire la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mais avant 2-3 choses sur ce qui a été dit. Bon, chacun ses références. La mienne, celle qui m'est venue immédiatement à l'esprit lorsque vous avez donné un intitulé à cette intervention, c'est évidemment Hôtel du Nord, Marcel Carné. Et avant la question de changer d'atmosphère, il y a une petite scène assez célèbre aussi où le proxénète, Louis Jouvet, discute avec Arletty, la prostituée. Et à chaque fois que j'essaie de donner le dialogue, je me trompe entre vie et existence. Je ne sais pas si ça le fait pour vous aussi. De temps en temps, on a le sentiment que c'est dans le terme vie qu'il y a plus d'intensité, de densité, d'émotion, d'imagination, d'intériorité et d'extériorité. Tantôt, on croit que c'est aussi plutôt dans le terme d'existence. En tout cas, ce qu'il dit, Louis Jouvet, le proxénète, il dit que j'étouffe, que ma vie n'est pas une existence. Et elle lui répond, est-ce que tu crois vraiment que mon existence est une vie? Bon. Mettons-nous à la place de l'un et de l'autre. Lui, il étouffe parce que c'est un petit voyou et qu'il a besoin, en effet, d'hubris, de risque. Il a besoin de se confronter à la mort, ça a été dit par notre collègue là, pour qu'il puisse sentir intensément être. Il a besoin de prendre des risques et il ne peut pas rester planqué, puisque c'est ça le sujet du film. Il reste planqué dans cet hôtel du Nord pour ne pas être attrapé. Mais elle lui dit que la vie répétitive, éminemment la vie répétitive sexuelle, sans amour, ça a été dit aussi, sans que vraiment il y ait une émotion, une affection pour l'être aimé, cette mécanique-là, infernale, cette vie répétitive pour Arletty n'est pas une vie. Alors, moi,
alors, je n'aime pas beaucoup Simone Veil là, pour tout un tas de raisons. Et la fameuse citation sur le dévouement est paradigmatique, moi, de ce que ce génie philosophique est engancé, pris par sa problématique anorexique dramatique. Le destin de Simone Veil est effarant. Il est celui de bon nombre d'anorexiques qui ont confondu les passions chaudes et les passions froides. Et l'ascèse dans laquelle elle a fini était une passion froide qui l'a tuée par excès de dévouement pour les autres, un dévouement purement narcissique, beaucoup plus qu'adressé aux autres. Regardez à quel point je me dévoue. Corps et âme, je n'ai plus besoin d'aucun des besoins les plus primaires. Je me donne totalement avec des choses assez ridicules, puisque lorsqu'elle débarque pour la guerre d'Espagne, elle est rapatriée au bout d'une heure ou deux parce qu'il y a un accident et qu'elle ne sait pas manier les baquets d'huile, qu'elle ne sait pas manier les armes, qu'elle ne sait pas aider les autres, quoi. Qu'elle est elle-même déjà empêtrée dans ses affaires intérieures. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que pour le psychiatre qui a accompagné les effets de la pandémie, et vous savez que la vague psychiatrique est particulièrement importante et qu'elle touche particulièrement les adolescents et les étudiants, la pandémie a rebattu tout un tas de cartes, et en partie ceux de la sociabilité, de l'échange, de la relation humaine, de l'amour, bien sûr. Vous savez que les nombres de divorces sont explosés. Vous savez qu'on va compter bientôt le nombre de disparitions, de dépressions, de suicides, mais que les services de crise recensent déjà des nombres assez conséquents. Bref, la pandémie, du fait de la menace extrême, jamais connue auparavant, du fait de l'incertitude, du fait de la généralité de cette menace pour soi et pour ses proches, laisse augurer comme si à nouveau Dieu était mort et que donc tout était possible. Ou elle nous fait rappeler que memento mori. Bref, quand tout est possible parce qu'il n'y a plus de protection, en particulier divine pour ceux qui y croient, ou que la science a du mal à trouver enfin la solution, même si elle est en train de la trouver, eh bien tout devient possible. Et en effet, les regrets, les remords, tout ce qu'on n'a pas su faire, les dons qu'on avait, qu'on n'a pas réussi à utiliser, les choix qu'on a fait opératoires techniques pour mener une existence solide, économiquement bien armurée, mais qui n'est pas l'existence qu'on voulait. On voulait être un artiste et on est devenu un ingénieur. Bref, tout ça fait qu'il y a aussi, par exemple, un autre signe, le nombre effarant de départs de Paris vers la province, pas simplement pour des questions immobilières, pas seulement pour avoir un petit coin d'herbe, c'est pour sortir de l'artificialité de la mécanique de la vie urbaine. Bon. Qu'est-ce que ça donne au niveau des adolescents et des adultes jeunes pour le psychiatre, pour le psychanalyste qui veut penser que la vie ne doit pas être perçue uniquement dans son extériorité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a réussi à faire de sa vie, quoi. Et surtout pas avec des arguments publicitaires que vous connaissez. Pour le psychiatre, le psychanalyste, pour avoir un équilibre, une bonne santé psychique, il faut aussi prendre en compte, quand on fait le bilan de sa vie ou de son existence, eh bien aussi l'intériorité, quoi. L'intériorité avec sa complexité, ses zones d'ombre, ses zones d'insaisissabilité, des choses extrêmement complexes, des affres et tourments qui nous habitent à l'intérieur. Bon. Et ce qui fait qu'une vie peut être réussie, peut être plus dense, plus intense qu'une simple existence, parce que moi je le prends plutôt comme ça, plutôt qu'une vie réduite à une mécanique, une vie réduite à la mesure de toute chose, une vie conformiste, une vie normopathique, comme on dit, une vie dans les règles, une vie dans les clous, une vie qui ne prend pas les contre-allées parce qu'elle a peur que ce soit des impasses, une vie réussie, en tout cas d'un point de vue de la santé psychique, qui permet une assise corps et âme. C'est une vie où l'intériorité a pu se développer et pas simplement l'extériorité avec les apparences qu'elle a données, le quitus qu'elle a donné au socius. Qu'est-ce que, dans cette intériorité, il faut particulièrement réussir, en tout cas à développer suffisamment? C'est l'imaginaire, l'imagination. Personne n'est confronté immédiatement au réel. Le réel, c'est le dur, le lisse, le tranchant, c'est le néant, c'est la mort. Bon. Et la pandémie, elle nous fait rapprocher d'un contact immédiat avec ce dur, ce lisse, ce tranchant, ce néant, cette mort.
Ce réel-là, c'est pas la réalité dans la vie dans laquelle on vit tous les jours. La réalité, c'est un réel qui est tempéré par des illusions, par la sociabilité, par des règles de civilisation, d'humanité, etc. Comme c'est en train de se dissoudre avec la pandémie, parce que le risque est généralisé et que tout le monde a peur, et qu'il y a moins de courtoisie, d'attention à l'autre, de bienveillance, on est en train de rencontrer quelque chose qui est assez effarant, c'est ce réel. Bon. Eh bien, on sait en psychiatrie que bon nombre de gens qui passent à l'acte suicidaire ou qui versent dans des dépressions extrêmement sévères, c'est parce qu'ils voient la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire telle que le réel le montre, sans cette tempérance par la réalité, par la bienveillance des autres, par l'illusion qu'on peut se faire, par l'imagination. C'est très important d'avoir une intériorité, d'imaginer, de rêver, d'avoir un sens des possibles. Si on est en permanence en confrontation avec un sens du réel, le sens du réel, c'est pas le principe de réalité, un mot valise qui circule. Le principe de réalité, c'est encore la réalité, c'est encore une protection de la réalité par rapport au réel. Si on vit en permanence dans le sens du réel, et si on ne laisse pas possible ce sens des possibles, c'est-à-dire cette possibilité d'invention, d'imaginer, de s'illusionner, d'idéaliser, eh bien, on va probablement avoir une vie qui va être plus mécanique. Une vie, disons-le, sans artifice. Une vie qui va ressembler à la fameuse intelligence artificielle qu'on nous vend. L'intelligence artificielle, disait Baudrillard, est tout sauf artificielle. Puisque la vie, la vraie vie, c'est celle qui est pleine d'artifices. Les artifices, c'est l'émotion. Et l'émotion naît de l'imagination. Voilà. Donc nous sommes dans le service, dans d'autres services avec d'autres, très attachés à aider ces patients qui sont, du fait du confinement, livrés à eux-mêmes, aux affres, aux tourments qui les prennent depuis un certain temps et qui sont plus ou moins intenses selon les registres psychologiques dans lesquels ils sont. Nous sommes très partisans d'essayer de les aider à utiliser, si je puis dire, ce moment, cette opportunité, entre guillemets, pour que cette confrontation avec la part trouble, la zone aveugle, la zone grise, la part maudite, ça dépend des cas, qui est en train de les aspirer, nous sommes pour les aider à profiter de ce moment d'introspection, fut-il douloureux, pour développer leur part d'imaginaire, pour qu'ils puissent rêver un certain nombre de choses et que c'est ce qui va leur permettre que la tête ne saute pas. Parce que si la tête commence à sauter, en effet, les risques de passage à l'acte sont importants. Alors, quel type de passage à l'acte? En dehors des passages à l'acte suicidaire, en dehors de ceux qui versent dans la dépression, il y a, pour donner des choses très concrètes, de ce que ça peut être de cesser d'exister ou de cesser de vivre lorsque la contrainte externe est si importante, il y a par exemple une explosion des anorexies mentales. Le service dont j'ai la responsabilité a 30 lits d'hospitalisation temps plein. Et nous avons réussi, avec mon prédécesseur Philippe Jamet, depuis 50 ans, à éviter qu'il ne soit rempli que d'anorexie mentale. Et bien voilà, c'est fini, il n'est rempli que d'anorexie mentale. Et il y a une liste d'attente de 25 patientes dans des états dramatique, et ce n'est pas le seul service qui a à faire face à une reprise des troubles alimentaires d'une manière intense. Et les patients que nous allons recevoir à la fin du confinement, enfin à la fin de la pandémie, lorsque ça ira un peu mieux, lorsqu'on pourra les recevoir, on va les recevoir comme après le premier confinement, dans des états cachectiques majeurs. Là, c'est visiblement cesser d'exister, c'est-à-dire cesser de répondre à ses besoins les plus primaires, instinctuels, manger, être en relation avec les autres, etc. Et Simone Veil en est un exemple. C'est une façon extrême de se dégager de l'adversité du monde pour rentrer dans un monde intérieur qui finit ensuite par, évidemment, en appeler au divin, pour ce qui est de Simone Veil, et qui finit, pour ce qui concerne les anorexiques, par en appeler à une impatience amoureuse pour la mort, comme disait Céline. C'est ça qui les meurtrit. Alors, il y a autre chose. Il y a les phobies scolaires deviennent compliquées parce qu'il n'y a plus de scolarité simple. Mais le nombre de refus de sortir de la maison ou de difficultés à reprendre à l'extérieur est là aussi considérable avec les ennuis que ça peut occasionner. Bon, très bien. Et puis, je finis sur une chose qui existait déjà avant la pandémie et qui s'est accentuée, c'est le
le phénomène hikikomorique. Vous savez qu'au Japon, avant la pandémie, mais le Japon est un drôle de pays postmoderne qui a connu déjà pas mal d'adversités massives, quoi. Il a connu la bombe nucléaire, il a connu Fukushima, il est une drôle d'île placée entre deux drôles de continents. Bref, il est sous une menace permanente. Et il a développé du génie, bien sûr, en particulier technologique, une civilisation merveilleuse autour de la question de la sagesse, du zen, mais aussi une drôle de vie un peu mécanicisée. Bon. Et en tout cas, ce qui se passe pour eux, qui est une épidémie sociale, il n'y a pas eu de mutation génétique sur le Japon. Il y a une épidémie sociale hikikomorique, c'est-à-dire près de 1,5 million, si ce n'est plus, d'adolescents, d'adultes jeunes qui ne sortent plus de chez eux. Entre 6 mois et 3 ans d'enfermement à domicile volontaire. Et qui ne sont pas tous ce qu'on connaît en France, c'est-à-dire des patients psychotiques, dans un cas de figure, des patients mélancoliques, des patients schizophréniques ou d'autres. C'est autre chose. La rencontre de l'expansion technologique et de la possibilité de faire venir le monde Internet à l'intérieur de la maison et la volonté de ces adolescents de ne plus répondre à ce que la société leur propose d'une activité mécanicisée qui n'est pas une vie ou qui n'est pas une existence selon ce que vous prenez comme adjectif le plus intense, le plus émotionnel, l'absence de sexualité ou d'une sexualité particulièrement complexe au Japon. Enfin, tout ça fait qu'un certain nombre de sujets se sont repliés. Et du repli au retrait jusqu'au retranchement, c'est une ligne logique, une ligne de force, une ligne de pulsionalité négative, la négativité de l'emploi, disait Hegel. La pulsion de mort, si on veut, pour Freud. En tout cas, c'est très dangereux d'arrêter d'être en relation avec les autres parce que c'est l'autre qui me fait vivre, qui me fait penser. Si on met la main ou le doigt dans l'engrenage d'un repli, très rapidement, on peut accéder au retranchement. Retranchement avec les conséquences délétères qu'on peut imaginer en termes de sociabilité et même d'existence tout court. Voilà les éléments essentiels que je voulais développer. Merci. Merci Maurice. J'imagine, David Le Breton, que le professeur de sociologie doit vivre en ce moment une expérience formidable. De tels changements aussi rapides, avec presque des situations quasi-expérimentales sous les yeux, te donne une place toute particulière pour répondre à la question cesser d'exister pour rester en vie. Alors oui, la manière dont je formulerais la question serait plutôt quel est le prix que nous sommes prêts à payer pour se protéger soi-même et pour protéger aussi, bien entendu, les autres. Le coronavirus a tué jusqu'à présent des millions de gens et elle a induit des symptômes absolument terribles chez plusieurs centaines de millions, des symptômes comme par exemple la perte d'appétit, mais aussi surtout la perte du goût, la perte de l'odorat, qui sont des traits absolument tragiques de la condition humaine, puisque ça veut dire que tous les aliments qu'on mange ont exactement le même goût, c'est-à-dire n'en ont plus aucun. Mais c'est aussi la perte de la volonté, c'est un sentiment d'épuisement permanent, etc. Donc il y a quelque chose d'extrêmement insidieux dans cette pathologie qui s'attaque donc vraiment au goût de vivre dans toute sa force et qui donc anéantit bon nombre de gens, même quand ils survivent, entre guillemets. Aujourd'hui, donc, sur la planète, partout, tous les âges, toutes les conditions sociales sont touchées, même si certaines populations payent un prix plus élevé que d'autres. Il suffit d'un contact, d'une vulnérabilité que nul ne connaît à l'avance pour être affecté. Et une fois atteint par le virus, nul n'en connaît les incidences. Quelques symptômes parfois très anodins chez les uns, mais pour d'autres, on l'a vu, la difficulté à respirer, voire l'étouffement qui amène à l'urgence, aux urgences et parfois à la mort. Le hasard de la constitution individuelle et des rencontres joue pour le meilleur ou pour le pire. La menace est partout et elle est invisible, elle frappe en aveugle tout en suivant ses logiques propres qui échappent à l'entendement ordinaire. Alors le coronavirus fonctionne finalement comme un rite du destin.
C'est une ordalie séculière, pourrait-on dire, une ordalie séculière dans un jugement de Dieu, entre guillemets, hein, dans un vocabulaire très ancien, une ordalie séculière qui touche certaines catégories sociales, certaines régions plus que d'autres. Un paradoxe d'ailleurs, c'est qu'en réduisant la circulation automobile et aérienne, en arrêtant d'innombrables activités polluantes, le virus procure une sorte de respiration écologique pour la planète, sauf bien entendu, et on ne l'a pas assez dit, sauf pour Internet et les réseaux sociaux qui marchent à plein régime et qui sont infiniment destructeurs pour la planète. Je vous le rappelle, mais vous le savez bien entendu. La suspension relative de la circulation routière surtout diminue largement la pollution et donc les éléments nocifs de l'air que nous respirons au quotidien. Et cet assainissement involontaire sauve en ce moment des milliers de vies qui auraient été menacées en temps normal. De même, ce sont aussi plusieurs milliers de vies qui ont été épargnées dans les accidents de voiture d'une période ordinaire. Mais nous ne saurons évidemment jamais qui a été sauvé, car il s'agit d'une menace abstraite dont chacun pense qu'elle n'aurait pu atteindre que les autres. Donc une loterie morbide imprègne en ce moment le lien social et impose en effet des précautions drastiques pour ne pas ajouter à ce jeu de dominos qui fait qu'une personne contaminée diffuse souvent à son insu la maladie. Les personnes les plus proches peuvent devenir soudain les plus périlleuses pour soi ou soi-même aussi pour les autres, pour eux. Quelqu'un qui paraît en bonne santé mais porte le virus le transmet à son insu à d'autres qui vont en être terriblement affectés. Le jeu du sort, l'ordalie, donc, circule en toute facétie en ce moment au sein du lien social. Alors, quelques mots sur les attitudes quelque peu transgressives que les sociétés ont rencontrées au fil des siècles, confrontées à des pandémies de cet ordre, puisque le fil conducteur de mon propos sera ce qui est au cœur de mes recherches depuis longtemps, c'est les jeux avec la mort, les jeux symboliques avec la mort. Et bien entendu, travailler sur les épidémies, c'est très intéressant à cet égard. En 430 avant notre ère, il y a 2500 ans, Athènes est frappée par une violente épidémie de peste. Thucydide s'en fait le chroniqueur. Il pointe les ravages de la maladie à l'époque. Et il pointe déjà une quête éperdue de satisfaction rapide dans la conviction que la mort ne tarderait pas. Je cite Thucydide qui écrit « Crainte des dieux ou loi des hommes, rien ne les arrêtait. D'une part, on jugeait égal de se montrer pieux ou non, puisque l'on voyait tout le monde périr semblablement. Et en cas d'acte criminel, personne ne s'attendait à vivre assez pour que le jugement eût lieu et qu'on eût à subir sa peine. Autrement lourde était la menace de celle à laquelle on était déjà condamné, et avant de la voir s'abattre, on trouvait bien normal de profiter un peu de la vie. » Fin de la citation de Thucydide. Ici, vous le voyez, la transgression ne vise aucune autorité. Elle est une insurrection intérieure d'hommes ou de femmes qui se savent condamnés par la peste et veulent finalement mourir dans une sorte d'incandescence. Je saute quelques siècles. En 1348, une épidémie de peste ravage Florence. Elle fait autour de 100 000 morts. 10 jeunes nobles se retirent de la campagne toscane dans un cadre idyllique et dans cette retraite, à tour de rôle, ils se racontent des histoires grivoises qui composent le Décaméron de Boccace. Goûtons le plaisir et la joie que les temps présents peuvent donner, disent-ils. Goûtons le plaisir et la joie que les temps présents peuvent donner. Et en pleine épidémie de peste. Malgré les tentatives des autorités florentines de fermer les portes de la ville, le nettoyage des rues, les mesures d'hygiène, malgré les prières aussi et les processions qui se multiplient, la peste frappe durement la ville. Et Boccace décrit les attitudes bien différentes des habitants. Les uns se confinent dans leur habitation sans plus en sortir, ou bien en multipliant les précautions. D'autres se confondent en prière et en supplication. Mais déjà, Boccace constate que nombre d'habitants refusent de laisser l'épidémie dominer leur existence et vivent dans une sorte de fête permanente où l'alcool et l'érotisme jouent un rôle essentiel. Les autorités sont démunies et chacun s'agrippe à ses significations personnelles pour lutter contre le mal. Je cite Boccace, « Les gardiens et les ministres de la loi étaient tous morts,
malade ou si démuni d'auxiliaires que toute activité leur était interdite. N'importe qui avait licence d'agir à son gré. » Fin de la citation. Le rire, qui est omniprésent, que décrit Boccace aussi dans le Décaméron, ce rire marque également les fissures de l'édifice religieux, mis à mal par l'ampleur et par l'horreur également des symptômes que tout le monde voit de ses propres yeux, de sa fenêtre ou en marchant dans la rue. Hormis chez quelques dévots qui s'agrippent à leurs croyances, les autres, en revanche, se libèrent largement des contraintes et s'efforcent de vivre dans la plénitude une existence qu'ils pensent être mesurée. Beaucoup d'habitants fuient la ville, abandonnent leurs proches, leurs maisons, leurs biens, sans savoir toujours où aller. Et Boccace dit d'ailleurs, à cette formule terrible, « Nul n'avait souci de son voisin ». Nul n'avait souci de son voisin. La peur donc décompose les liens les plus proches, mais elle suscite aussi des conduites licencieuses, des beuveries, des pillages, etc. C'est le même constat que fait Machiavel, toujours à Florence en 1527. Il chemine dans la ville, sans avoir très peur manifestement, et il observe dans la rue même que l'érotisme se mêle à la mort, les rires se mêlent aux lamentations. Et d'ailleurs, en entrant dans une église, Machiavel va faire une rencontre amoureuse qui paraît totalement incroyable dans le contexte. Et c'est le dernier texte d'ailleurs de Machiavel. En 1665, Daniel Defoe constate à Londres, pour la peste de Londres, Daniel Defoe constate que dans une taverne, des hommes se livrent, je cite Daniel Defoe, à toutes les bacchanales et aux extravagances les plus bruyantes. Fin de la citation. À l'époque, par contre, il faut remettre évidemment dans son contexte, règne l'idée que la peur est le principal vecteur de la peste. La peur, le principal vecteur de la peste. On parle, c'est l'historien Jean Delumeau qui le rappelle, on parle de la peur, enfin du levain de la frayeur, hein, le levain de la frayeur pour cristalliser l'attaque de la peste. Et Ambroise Paré également voit dans la peur un élément de perturbation humorale qui va rendre extrêmement vulnérables les malades. Alors qu'en est-il aujourd'hui des transgressions ? Les fêtes clandestines, etc. En dépit des préconisations sanitaires, le refus du masque ou des gestes barrières est politiquement instrumentalisé pour affaiblir la démocratie. On en a parlé pas mal ce matin. Dans un autre contexte, des fêtes s'organisent dans le mépris de toute précaution sanitaire. L'ambivalence est de mise et s'exprime parfois de façon presque naïve quand des fêtards déclarent qu'ils comprennent très bien la nécessité du masque ou des gestes barrières quand ils font leurs courses, mais revendiquent le droit de souffler à certains moments lors de ces rassemblements festifs. Je sais bien, mais quand même, préside à leur comportement. S'il s'agit de renoncer à des plaisirs impérieux, ce gain de sécurité face à la contagion n'est pas toujours perçu comme enviable à ce prix. Quel est le prix à payer ? Il s'agit de jouir de son existence sans regarder précisément ce prix à payer et parfois, bien entendu, sans souci des autres à son entour. Dans l'existence réelle, l'affectivité est toujours première et subordonne une rationalité qui est toujours reformulée selon les circonstances. Les justifications sont parfois ambiguës. Une jeune femme, par exemple, dit tranquillement « on est jeune, on n'est pas obèse, on n'est pas diabétique, pourquoi se priver ?» Pourtant, ils sont peut-être positifs et transmettent le virus à leurs parents, à leurs proches ou à des anonymes au fil de leur circulation dans les transports en commun ou ailleurs, par exemple autour de la machine à café de leur travail. Les rassemblements sans protection sont bien entendu des matrices potentielles de contamination. La liberté de profiter de la vie, entre guillemets, comme certains l'affirment, est surtout une liberté de propager le virus. Ces jeunes fêtards risquent statistiquement moins que leurs aînés, mais ils sont souvent les porteurs asymptomatiques de virus qu'ils diffusent auprès de leurs proches ou à des anonymes. Ce sont des manières de se sentir au-delà des lois communes. Ils s'affranchissent de l'autorité politique ou médicale perçue comme paternaliste. Ils affichent qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Ils se moquent de ceux qui se protègent. Ils vivent la puissance de la transgression, que là, je n'ai pas le temps de développer, bien entendu. On pourrait citer Georges Bataille et beaucoup d'auteurs
dont je me sens par ailleurs très proche, mais pas dans ce contexte-là. La transgression, c'est l'intensité d'être, c'est l'exceptionnel, hein, vivre des moments d'exception, s'arracher à l'ordinaire de la vie, et on comprend cette attraction irrésistible de la fête dans ce contexte, en même temps, de privation, ce contexte où il faut s'épargner, où il faut se garder, etc. Ben là, c'est vraiment le surgissement de ce que Bataille appelait justement la dépense, mais en même temps, évidemment, au prix, à quel prix par rapport à soi, mais par rapport surtout aux autres. Pour ces fêtards, il ne s'agit pas du tout d'argumenter, mais plutôt d'afficher leur indifférence, à l'image de ce jeune interrogé qui répondait tranquillement « on n'en a rien à foutre ». Voilà. Ils ne se sentent pas concernés par leurs responsabilités, ils se détachent du lien social dans l'affirmation d'une jouissance pure qui ne tolère aucun obstacle, sans souci des éventuelles conséquences pour les autres ou pour eux-mêmes de ces rapprochements multiples. Ils sont dans la société, mais ils ne font plus tout à fait société. Lors du confinement ou après, dans le maintien des précautions sanitaires, aucune identification collective n'a réussi à construire une unité. Le cadre éthique et normatif fixé par les médecins et les politiques, s'il a été quand même largement respecté, n'a cessé d'être contesté sur ses marges. Nos sociétés démocratiques affirment l'égalité des acteurs et rejettent, bien entendu, toute position d'hiérarchie. Les médecins, les politiques, impliqués dans le rappel insistant des mesures de protection, sont désavoués. Désavoués par certains, leur formation, leurs connaissances sont contestées, au nom encore de cette égalité des points de vue. Leur légitimité, ou celle conférée aux politiques par les élections, ne suffit plus. La récusation de toute forme d'autorité, soutenue par un statut, multiplie les rapports de force. Quand je parle d'autorité, je ne parle évidemment pas du tout d'autoritarisme, où là, nous avons une légitimité à combattre l'autoritarisme. La légitimité, c'est bien entendu autre chose. Donc la récusation de toute forme d'autorité soutenue par un statut multiplie les rapports de force, comme on le voit en permanence depuis des mois. La revendication de liberté, entendue ici comme un détachement du collectif, fait peu de cas du civisme demandé par les autorités sanitaires. Elle traduit même un désengagement moral. Une part du lien social aujourd'hui, mais c'est très difficile à analyser sans trop généraliser évidemment, une part du lien social tend à se fragmenter en une mosaïque d'individus poursuivant leur intérêt propre dans l'indifférence à l'ensemble. Ensemble est désormais souvent un terme de circonstance quand il s'agit de partager un moment des intérêts privés. Partager un moment des intérêts privés. L'individu se sent souvent de moins en moins en lien avec les autres, il ne considère plus avoir de compte à leur rendre, l'individualisation grandissante du sens et du rapport à l'autre transforme le lien social en pure utilité et de moins en moins en exigence morale. C'est le passage d'un individualisme de la liberté et de la conjonction qui ne méconnaissait jamais l'ensemble du social, à un individualisme du moi personnellement je, et donc un individualisme de la disjonction, où on n'a plus aucun souci de l'ensemble. Et qui rend effectivement la situation sociale, statut de l'individu, qui rend le pays particulièrement ingouvernable et qui sera, je le crains fort d'ailleurs, de plus en plus ingouvernable au fil du temps. L'individu souverain peine à tolérer les limites. La pandémie est en ce sens un révélateur social qui montre les contradictions de nos sociétés, où bien entendu la solidarité des uns, que je n'ai absolument pas occultée dans mon analyse, que je n'oublie pas, mais la solidarité des uns côtoie l'indifférence royale des autres. Et je pense que dans ce contexte, l'éthique est de plus en plus un effort sur soi, un combat d'une certaine manière, contre un air du temps qui est beaucoup plus indifférent. Merci David, un très grand merci. Et je m'adresse à Marie-Frédérique Baquet et à son expérience de psychologue pour savoir ce qui et comment elle analyse la différence entre vie et existence.
Merci Israël, merci à toutes et à tous. Oui, donc je vais parler plutôt du côté de l'individu, du côté de la subjectivité, du côté de la perception de sujets, de personnes qui se sont adressées à moi dans le cadre d'une rencontre à visée psychothérapique, ou bien dans le cadre de leur analyse courante, dans laquelle évidemment les mesures liées à la pandémie nous ont fait changer une partie du cadre et nous adapter. J'ai également une approche de la fin de la vie. Et là, je pourrais parler de nombreuses interventions dans des lieux de vie pour des personnes très âgées, donc qui sont des résidences médicalisées, d'autres lieux qui ont montré que la demande de ces personnes était très très intense. Et j'ai eu la chance de pouvoir animer des groupes de parole dans ces lieux où, malgré la distance, malgré les masques, etc., nous avons pu nous exprimer avec une très très grande richesse justement sur cette situation d'enfermement, et d'autant plus mal ressentie que ces personnes très âgées, donc autour de entre 85 et 95, 97 ans, ces personnes avaient vraiment une soif de se retrouver, et c'est vrai, c'était peut-être au fond un prétexte de participer à ces groupes de parole, mais enfin elles étaient là et elles se sont exprimées justement sur la question de l'existence et de la vie, en faisant une nuance tout à fait claire. Donc non, elles n'ont pas cité Thucydide, elles n'ont pas cité Boccaccio, elles n'ont pas cité Heidegger, mais en revanche, elles ont observé les différences entre des expériences, par exemple, de la guerre, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, exil, puisque nous sommes en Alsace, donc certaines familles se sont déplacées, comme vous le savez, en zone libre, d'autres ont été amenées à faire le STO des femmes, oui, en Allemagne, etc. Donc on a échangé toutes ces expériences, et c'est dans l'échange d'expériences que l'idée d'exister, évidemment, est apparue de façon tout à fait transversale. Et j'ai bien constaté, encore une fois, il s'agit de groupes réduits, de groupes restreints, au maximum 15 personnes, j'ai bien constaté que exister passait ici par la parole, par l'expérience échangée, et par aussi la bienveillance de celui qui accueille ces expériences. Car en effet, la tentation de cesser d'exister les a considérablement touchées les unes et les autres. Il y avait aussi un homme. Et donc, ici, ce qui est singulier par rapport justement à ce que tu disais, David, et ces différentes réactions à la pandémie, donc la pandémie pestine, lors des grandes épidémies, donc en 1348, en 1527, etc. Eh bien, en fait, ici, ce n'était pas le même vécu de la mort, puisqu'au fond, la mort qui était déjà pensée chez ces personnes, finalement prenait une résonance particulière. Était-ce bien important de se questionner sur la mort, puisque la mort allait survenir? Et donc, vous voyez, ça a finalement aplani une forme de rapport avec la mort, et en particulier une réflexion chez ces personnes qui touchait justement au questionnement éthique dont nous avons largement en France, après la loi Leonetti et après la loi Claes-Leonetti, débattu. Et donc, au fond, si cesser d'exister était une manière de réclamer à toute force d'exister plutôt que de vivre, eh bien ici, au fond, mourir dans un contexte pandémique n'avait plus du tout la même puissance et le même sens. Donc la question du sens
s'est transféré sur l'existence et sur une quête qui consistait à dire, au fond, j'ai envie de remplir mon existence. Et même aujourd'hui, car mon existence n'est pas seulement passée, elle est aussi présente, voire future, je vais pouvoir en parler. Et par le biais de la parole, ce qui était très intéressant, c'était ce placement de chacune d'entre nous en méta, en position méta, c'est-à-dire méta-position, ça veut dire au-dessus, en quelque sorte, de ma propre position, pouvoir remettre en place une réflexion sur le vivre et l'exister. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que si certaines n'hésitaient pas à parler de tentations suicidaires, voire même de tentatives de suicide qui s'étaient produites en particulier lors de l'exil de leur domicile et l'installation dans ces lieux collectifs, eh bien, en fait, d'un seul coup, l'idée d'être confronté à cette mort collective les faisait beaucoup plus investir cet endroit et particulièrement à travers ces groupes où la parole, finalement, donnait lieu à vraiment ce qu'on appelle en psychanalyse un inconscient du groupe, mais aussi un conscient du groupe, avec ces échanges extrêmement enrichissants. Alors, d'autre part, j'ai été aussi... Je me suis questionnée sur ceux qui voulaient cesser d'exister tout en tuant. Et je me suis interrogée, puisque ça avait été le titre d'une revue Études sur la mort, je me suis interrogée sur, au fond, cette question de la cessation de l'existence à travers une mort qui, comme vous le savez, par exemple pour les personnes radicalisées, donne un sens à leur vie. Elles n'ont pas, au fond, elles n'avaient pas trouvé de sens. Et elles en trouvent un en se projetant sur un futur dans lequel elles ne seront plus, puisqu'elles vont sacrifier, entre guillemets, leur vie à une cause. Et elles vont donc, à travers leur propre mort, nourrir une existence qui, jusqu'à présent, n'avait pas de sens. Et donc là, je me suis interrogée, et d'ailleurs j'aimerais beaucoup en discuter avec David Le Breton, je me suis interrogée sur cette façon, finalement, cette militance qui consistait à cesser d'exister tout en tuant, tout en accomplissant une rêverie fantasmatique de trouver du sens à sa vie. Je me suis interrogée sur, au fond, le sens nouveau que pouvait prendre la mort quand la mort était à la porte de chacun, au fond. Et tu l'as très bien dit en reprenant les différentes expériences mondiales des pestes, du typhus et du choléra, qu'au fond, si la mort est le lot de chacun, finalement, quelle est la valeur de la mort ? Et quelle est la valeur de donner du sens à sa propre mort? Donc soit en se suicidant, car il ne faut pas oublier que dans le suicide, il y a une question sur le sens qui va être donné à sa mort et sur les messages qu'on va transmettre à travers sa propre mort. Donc là, encore une fois, tout ceci s'est retrouvé diminué considérablement et au fond, dans une menace de mort collective, finalement, l'idée du suicide change du tout au tout, puisque le sens du suicide est beaucoup moins puissant, et le message du suicide également, dans la mesure où la mort devient banale, banalisée. Alors ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, puisque dans nos sociétés occidentales et à notre époque, la mort, comme vous le savez, c'est au fond une mort fascination, une mort spectacle, ce que j'ai appelé la mort Paris Match, qui est au fond le contraire de ce qui se passait jusqu'à présent, jusqu'à la pandémie, qui était que la mort de chaque occidental le surprenait ou peut-être lui parvenait dans son lit.
Car en réalité, jusqu'avant la pandémie, la plupart d'entre nous, de nos sociétés occidentales, donc, mouraient dans son lit. Donc aujourd'hui, la mort a été véritablement transformée, c'est vrai, pas transcendée, hélas, hein, car on peut dire que les morts réanimatoires n'ont, je pense, donné envie à personne. Mais d'autre part, le fait qu'on puisse évoquer la mort, alors malheureusement sous son angle quantitatif, ce qui a été tout à fait exacerbé par les mauvaises nouvelles qui étaient données chaque soir aux informations télévisées, donc cette mort quantitative qui évidemment renforçait l'aspect spectaculaire du nombre de morts, au fond, nous a encore, à mon avis, écartés de la mort. Mais paradoxalement, dans certains lieux, et justement Maurice, tu parlais des hikikomori, alors là, il se trouve qu'avec un collègue psychiatre japonais, nous travaillons exactement sur ce sujet, lui au Japon et venant très régulièrement aussi en France, spécialement à Strasbourg, toujours pour étudier les hikikomori français, c'est-à-dire les personnes comme on les appelle, qui se retirent, donc en retrait sociaux, ben là, en fait, justement, les hikikomori ont bien ri dans un premier temps au Japon en disant, bah vous voyez, finalement, nous on est confinés, mais parce qu'on l'a choisi. Vous êtes confinés parce que vous y êtes obligés. Hein. Donc ce retrait social a pu finalement servir de base de réflexion à nos propres existences, puisque dans le hikikomori, il y a une existence, oui, mais qui est une existence morcelée. En fait, chez les hikikomori japonais, on vit à travers les écrans. Et donc, chaque personne a bien plus qu'un seul écran dans son logement, mais a 3, 4, 5, 6 écrans. Et j'avais pris des photos, justement, pas dans les logements japonais, mais qui m'avaient été transmises par notre collègue japonais, Tadaaki Furuhashi, pour ne pas le citer, bien sûr. Eh bien, c'était frappant de voir comment les univers de ces personnes étaient donc des tas de micro-univers. Et effectivement, dans la pathologie anxieuse, dans les pathologies anxieuses, comme on le sait, la tendance obsessionnelle consiste à couper, réduire, si vous voulez, l'angoisse, l'anxiété, en de micro-bouts. D'accord ? Des micro-bouts qui permettent justement de ne pas penser à l'existence, car l'existence, au fond, c'est une continuité. L'existence, c'est une dimension, en fait. Ce n'est pas des petites catégories, mais pour exister, il ne faut pas être dans une situation d'angoisse majeure, et qui plus est, d'angoisse qui vient de l'extérieur. Car là, je fais une grande distinction entre l'angoisse interne, intrapsychique, qui viendrait justement de ma peur d'exister. Alors, on le voit très bien chez Simone Weil, évidemment, hein. Mais ici, nous vivons une angoisse externe, une angoisse qui nous est projetée par identification projective, d'ailleurs, de la part du gouvernement. Hein. C'est « vous allez mourir, donc en tant que gouvernement, je prends soin de vous parce que j'imagine que vous avez tel ou tel besoin ». Et c'est cette identification projective que nous avons, je pense, en tout cas en tant que Française, je me pense représentative des autres Français. C'est ça qu'on a très mal vécu. C'est que quelqu'un puisse penser mes besoins à ma place et qu'il n'y ait pas justement cette réflexion collective qui manque encore aujourd'hui. Hein. Et c'est très fâcheux parce que... Voilà, on a le sentiment qu'on nous impose
tout. Et d'ailleurs, d'où les contradictions, par exemple, pour ce qui concerne le vaccin. Ces Français qui sont révoltés contre le vaccin, finalement, disent qu'ils vont se faire vacciner et quêtent et recherchent le vaccin désespérément. Donc là, franchement, ces contradictions ne peuvent s'expliquer, au fond, que par une absence d'autonomie recherchée par nos gouvernements. Et encore une fois, ce centralisme, ce jacobinisme exacerbé, comme tu le disais, David, hein, on peut se demander si ça va pas mener à la révolte. On a vu la révolte des Gilets jaunes, bien sûr, mais presque pire que ça, la révolution, c'est-à-dire que... on en a assez, laissez-nous parler, laissez-nous nous exprimer. Donc, s'il y a une prise de conscience politique à l'issue de cette pandémie, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Et donc ça, ce serait la version optimiste de la résolution pandémique. La version pessimiste, c'est l'enfermement, c'est le hikikomori, c'est-à-dire qu'on coupe l'angoisse en de multiples morceaux et on n'existe plus puisque on vit de façon partielle, au sens des pulsions partielles freudiennes, c'est-à-dire qu'on découpe notre existence en des capacité à prendre du plaisir quelque part ou à être frustré ailleurs. Donc, pour récapituler, une situation dans laquelle la mort a changé véritablement de représentation, peut-être une prise de conscience de la mort qui n'est pas quantitative, mais qui est un souci de soi et de soi au-delà, bien sûr, de sa vie. D'accord ? C'est ça que j'appelle exister, de mon côté, en tout cas. Et d'autre part, peut-être une prise de conscience du collectif à travers l'individualisme forcé. Et donc, ce qui nous est arrivé de l'extérieur, ce qui a émergé de l'extérieur, eh bien, j'espère que nous allons pouvoir tous le mettre en sens. Et encore une fois, je pense que seule la parole est le moyen de mettre en sens tout cela. Donc, à travers différentes catégories de groupuscules, d'ensembles dans lesquels la parole circule. Mais en tout cas, c'est ma seule façon de voir l'opposition à cette mort qui viendrait de l'extérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos 4 interventions. Nous allons maintenant passer au débat. Merci, un grand merci à ces 4 angles de vue. Et je vais en profiter pour tuiler un peu Éric Fiat sur la sacralisation de la vie qui est venue au cours des 2 dernières guerres et qui est aussi due aux progrès médicaux. Mais récemment, je voyais un film où on montrait des poilus sortir sur ordre de la tranchée, baïonnette au canon, et je me suis dit, ça fait 100 ans, mais ce ne serait plus possible aujourd'hui. Et heureusement. D'une certaine manière, heureusement. Ça m'a fait penser à la chanson de Brassens, « Mourir pour une idée ». Mourir pour une idée, est-ce qu'on en est aujourd'hui encore capable ? Et peut-être que dans ce mécanisme de sacralisation de la vie, il y a peut-être quelque chose de bon. Qu'en penses-tu ? Mais j'en suis tout à fait d'accord. Je n'ai absolument pas regretté l'époque où la vie humaine était l'objet d'un tel mépris. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est justement pourquoi j'ai terminé mon exposé dans ce que j'ai appelé l'incertitude suspensive d'une hésitation. C'est qu'à la fois, je ne peux me réjouir que la vie humaine, et peut-être toute vie humaine, soit l'objet quand même aujourd'hui d'une sacralisation qui lui manqua tant jadis. Et en même temps, je m'interroge sur les limites de cette sacralisation,
si elle conduit à sacraliser ce que Agamben appelle la vie nue, simplement la survie biologique, dans l'oubli du fait qu'un homme ne fait pas que vivre, mais il existe. Donc je crois je ne me sens pas tuilé. Nous sommes d'accord, nous sommes totalement d'accord. Un petit mot au sujet de Simone Weil. Bon, je ne peux pas ne pas me sentir un peu blessé qu'on réduise ce très grand philosophe, ce très grand écrivain à son anorexie. Je ne dis pas que c'est ce qu'a fait mon collègue, mais dans le texte que j'ai cité, elle disait qu'il ne faut pas se dévouer au-delà de ce que le cœur veut. Il ne faut pas se dévouer au-delà de ce que le cœur veut. Que Hannah Arendt l'ait fait dans sa vie, que Simone Weil l'ait fait dans sa vie, peut-être, hein, c'est totalement possible, c'est totalement réel et je sais tout ce qui s'est passé. Mais il me semble qu'il y a dans cette page et dans beaucoup de pages de Hannah Arendt quelque chose d'universel et qui n'est sans doute pas réductible à la pathologie qui fut la sienne. Maurice Corcos, tu vas avoir l'occasion de réagir à propos de Simone Weil, mais j'aurais voulu que tu essayes d'éclaircir cette histoire d'épidémie des anorexies mentales et le lien que tu fais avec la pandémie. Est-ce que ça touche aussi les garçons qui sont moins concernés par les anorexies mentales? Et comment tu fais le lien entre cette pandémie actuellement et les conséquences et la pression sur les individus, et en particulier sur les jeunes, et ces anorexies mentales qui semblent être plus nombreuses? Oui, écoutez, il est évidemment hors de question de réduire quelqu'un à sa pathologie, ça serait dramatique. Il est hors de question aussi de faire semblant de ne pas voir quel poids ça peut avoir. Les philosophes doivent pouvoir comprendre que l'esprit qui pense, fut-il universel, qui fantasme, ces fantasmes et cet esprit dépendent du corps. C'est le corps qui peut l'esprit, disait Spinoza. S'il n'y a pas de corps, ou si le corps se rétrécit, s'amincit, se retranche, s'en va volontairement, consciemment, délibérément, eh ben, l'esprit qui va avec va dans la même orientation. Et ce que je veux dire ici, c'est que par rapport à ce qui a été dit, dans l'échange avec mes collègues, sociologues, philosophes, psychologues, moi je suis un clinicien, je m'occupe du singulier. J'essaye, comme vous, de faire des réflexions, des pensées théoriques générales. Mais lorsqu'on se confronte au singulier, on s'aperçoit que le sens qu'on a essayé de donner à ces différentes conduites, les conduites transgressives dont parle David, les conduites anorexiques, les rave parties où bon nombre d'adolescents en Bretagne ont été, le sens qu'on leur donne pouvant être la transgression, la contamination de l'autre, le suicide qui devient possible parce que la mort est ambiante. Non, en clinique, quand ils reviennent chez nous, parce qu'ils reviennent chez nous, hein, ce qu'on appelle les punks à chiens. Les punks à chiens qui étaient dans les rave parties de Bretagne sont des borderline. Ça veut pas dire qu'ils sont réduits à leur pathologie borderline, mais la maladie mentale, c'est celle qui vous prive de votre liberté d'être un être humain différent. Et vous êtes réduit en effet à votre maladie parce que vous n'avez pas su la gérer. Enfin, ces borderline, ces anorexies, quand il revient, ce qui s'est joué pour eux est hors sens. C'est dans le non-sens, c'est dans l'inouï. Le sens qu'on leur donne, c'est le sens qu'on projette, nous. On voudrait qu'ils puissent arriver à mentaliser, se représenter, élaborer tout un tas de choses qu'on a dites. Mais pour ma part, pour ceux en tout cas que je soigne, je peux vous dire que tout ça est très mécanique. Et qu'ils ont cédé à un certain moment à ce qu'on appelle la compulsion de répétition, qui n'est même pas la tentation masochistique de dire oui au néant. Non, c'est très mécanique, c'est très animal. Et ce que je dis est plus dramatique que de penser qu'il y aurait une intention transgressive de contaminer ou autre chose. Non, c'est de la mécanique qui a perdu son élan vital. C'est ça que j'essaye de dire. Et la pesanteur et la grâce, quel titre, mes aïeux, quel titre, la pesanteur et la grâce de Simone Weil est quelque chose évidemment d'éminemment important pour tout un tas de choses, mais qui est en train de solliciter la tentation masochistique d'un certain nombre qui ne me plaît pas. Donc je critique cette sollicitation à la tentation masochistique, le dévouement à tout prix.
On ne peut pas se dévouer en perdant sa vie. Si on perd sa vie, si on ne se soigne pas, on ne peut pas soigner les autres. La tentation à la transgression et à rencontrer la part maudite de Georges Bataille, c'est formidable d'un point de vue théorique. Et évidemment, il faut le prendre en compte. Mais attention à ce que ça n'aboutisse pas à ceux qui les lisent dans des suicides à la con, comme disait Deleuze. Pourquoi faut-il que ça aboutisse à des suicides à la con? Ceux qui n'arrivent pas à gérer, réguler la question des représentations que leur donne la confrontation à la mort, lorsque, c'est le cas ici, la pandémie est en train de rôder. Je dis que pour un certain nombre d'adolescents et d'adultes jeunes, les réactions qui sont les leurs sont liées à ici et maintenant ce qui se joue, mais à ce qui s'est joué aussi autrefois ailleurs, un certain nombre de traumatismes. Et ce qui se joue ici et maintenant réactive un certain nombre de traumatismes. Et la plupart du temps, leur conduite transgressive, ou leur conduite automutilatrice, ou leur conduite de restriction alimentaire, ou de refus, ou de tout ce que vous voulez, est beaucoup plus mécanique qu'autre chose, beaucoup moins sensée qu'on l'imagine. Et que le travail du psychothérapeute, le travail du psychiatre, c'est pas tant de les penser, de les stigmatiser. Évidemment que c'est inacceptable. Mais je ne crois pas que le sens qu'on donne à leur conduite soit la bonne. Ce qu'il conviendrait de faire, me semble-t-il, c'est de leur dire que vivre, c'est résister. Résister à l'adversité du monde et aux adversités intérieures. Je pense par exemple aux banlieues. Vous savez que les adolescents adultes jeunes sont confinés dans des circonstances dramatiques. Donc vous savez que l'accès aux soins est dramatique. Donc vous savez que l'accès à Internet et à l'enseignement est dramatique. Et qui, évidemment, vous savez aussi qu'ils ont des histoires plus ou moins compliquées d'exil, de ghettoisation sociale, de tout un tas de choses. Tout ça participe à faire que leur conduite la rencontre entre une adversité antérieure et l'adversité générale aboutit à des actes mécaniques de désespoir. Je ne suis pas sûr qu'ils luttent contre l'autorité ou l'autoritarisme de qui que ce soit. Qui plus est, on pourrait discuter. L'autorité, c'est quoi? C'est être l'auteur des jours de quelqu'un. L'autorité, sur notre étymologie, c'est être le garant de la sécurité de quelqu'un. Est-ce que l'auteur des jours de ces garçons, de ces adolescents, de ces adultes jeunes, est-ce que la politique gouvernementale leur a donné une garantie de sécurité? Non. Ils n'ont plus par excitation, ils n'ont plus de contenant. Donc, ils sont paumés et ils font des passages à l'acte qui témoignent beaucoup plus d'un hors-sens, d'un non-sens, d'une désorganisation, d'un chaos, que d'une intentionnalité, d'une volonté d'agresser je ne sais quelle autorité ou quoi que ce soit. C'est ça que j'essaie de dire. Et même les philosophes, lorsqu'ils sont... vous avez beaucoup de scrupules à citer Heidegger, et je suis d'accord. Vous faites un très joli lapsus entre Simone Weil et Hannah Arendt, qui témoigne du fait que vous avez du mal à témoigner de la relation entre Hannah Arendt et Heidegger. D'accord. Eh bien, vous avez raison. Hannah Arendt et Heidegger, c'est magnifique, mais c'est compliqué aussi. Et Simone Weil, c'est magnifique, mais c'est compliqué aussi. Et par moments, un certain nombre de sollicitations masochistes qu'elle déploie sont effarantes, quoi. Il faut faire attention à ce que, lorsqu'elle rencontre en elle l'inouï, ce qu'elle n'a pas connu, c'est-à-dire justement le dévouement de quelqu'un qui aurait pu l'apporter, quelqu'un qui n'a pas connu ça, grande philosophe ou pas, si elle ne l'a pas connu, elle ne fait que reproduire l'inverse de ce qu'elle n'a pas connu. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Pour répondre à Israël, les anorexiques garçons, oui, ils se défendent plus facilement, c'est moins dramatique. Les anorexiques filles, je le répète, nous sommes dans une situation cruciale, dramatique, mais ce n'est pas la seule. Hein. L'autre situation cruciale, dramatique, c'est surtout les hôpitaux de banlieue qui ont beaucoup moins de moyens. Et les passages à l'acte suicidaire, eux, sont beaucoup plus drastiques, radicaux. Et nous n'avons pas suffisamment de moyens pour les contenir. Alors on est en train de dispatcher un peu partout. Il y a plein de choses qui se révèlent intéressantes, en particulier le passage. Vous avez connu, vous, le Grand Est, les transferts de vos patients. Nous, on connaît en Île-de-France le transfert d'un certain nombre de patients des banlieues vers le centre parisien parce que c'est là qu'il y a de la place. Enfin, peut-être que je souhaite que la pandémie ne soit pas qu'une crise. C'est-à-dire qu'elle n'aboutisse pas à un rétablissement de la situation antérieure après un temps de désorganisation. Je souhaite qu'elle aboutisse à des métamorphoses. 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 Je
des métamorphoses qui permettent en effet de régler tout un tas de problèmes qui existaient et qui sont révélés par la pandémie, et en particulier l'inégalité des chances dans l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, pour ceux pour qui la vie n'était vraiment pas une existence pendant un certain temps, et qui s'est évidemment dramatiquement accéléré, augmenté avec la pandémie. Dans David Le Breton, dans la différence entre exister et être vivant, tu as choisi de parler des adolescents. Je trouve que c'est un très très bon choix. Ma question, et ça va te permettre de répondre à Maurice Corcos, ma question est de savoir si s'ils ne sont pas le symptôme d'une société qui a évolué dans le sens de l'égoïsme. Dans le fond, cette situation de vouloir mourir dans l'incandescence, de n'avoir plus le souci de son voisin, de se sentir au-dessus des lois communes, d'avoir un sentiment de puissance de la transgression, de n'en avoir rien à foutre de l'autre, c'est quelque chose qu'on constate entre les États, qui se tirent la bourre pour savoir qui aura le plus de vaccins et le plus tôt, quitte à les payer plus cher, oubliant complètement que l'épidémie reviendra par la fenêtre quand on l'a fait sortir par la porte. Est-ce que les adolescents ne sont pas l'image criante de quelque chose, d'une évolution de notre société qui va dans le sens de l'individualisme ? Alors d'abord, je réponds à Maurice parce que je ne suis absolument pas d'accord, malgré toute l'estime et l'amitié que j'ai pour lui, je ne suis évidemment absolument pas d'accord avec l'idée que certains comportements seraient hors sens, seraient purement mécaniques ou autres. Pour moi, ce qui caractérise fondamentalement la condition humaine, c'est le rapport au sens, c'est le rapport aux valeurs. Et voilà, même, je dirais, sans exception, mais sans entrer dans les détails, voilà, pour moi, donc, quand il y a une condition humaine, que ce soit même dans l'autisme, dans la psychose ou ailleurs, il y a toujours du sens. C'est un sens qui peut être brouillé, c'est un sens qu'il nous faut parfois une infinie patience pour le comprendre, pour être avec, justement, mais il y a toujours du sens. Donc, je ne me reconnais pas, évidemment, dans cette idée de comportement plus mécanique. Et en ce sens, il faut peut-être se méfier d'un trop de savoir, justement, puisque dont parlait Pierre Fédida, dont je sais, Maurice, que tu l'aimes énormément, mais il y a un trop de savoir parfois qui nous aveugle, justement, sur les singularités qui se jouent. Alors, il y a eu plusieurs contresens. Tu as fait un contresens, Maurice, aussi sur mon propos, et tu le reprends aussi, Israël. C'est ça qui m'étonne un peu, parce que je n'ai jamais dit que ces adolescents fêtards, enfin, que ces jeunes fêtards, qui ne sont pas forcément des ados, d'ailleurs, qui sont souvent plutôt des jeunes adultes, je n'ai jamais dit qu'ils voulaient mourir dans l'incandescence. C'était plutôt les pestiférés de Florence ou d'Athènes qui voulaient vivre de manière... mourir comme des lions, en quelque sorte, de mourir dans l'intensité plutôt que de mourir à petit feu, puis avec les symptômes abominables. Là, il s'agit plutôt de vivre intensément, d'étreindre une vie qui leur échappe à cause justement de ce principe de l'épargne, de se garder, etc., que nous avons vécu pendant des mois, pendant ces différents confinements. Et je n'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de suicidaire là-dedans. C'est au contraire un appel à la vie, un appel à une vie multipliée. C'est une manière de réenchanter son existence. Et je crois, et je ne suis pas non plus d'accord avec Maurice de penser que c'était uniquement des punks, des jeunes errants, etc. Les fêtards, dans les rêves parties, bien entendu, ils en composent une bonne partie, mais ils ne sont absolument pas les seuls à se donner tout entier à la fête. Il y a beaucoup de jeunes de milieux privilégiés, de milieux de classe moyenne ou des jeunes de milieux populaires aussi, mais pas forcément uniquement des punks, et donc pas forcément des gens qui seraient borderline. J'emploie pour ma part le terme borderline sans y mettre la moindre connotation psychiatrique, puisque vous savez bien que je suis assez hostile à l'idée de pathologiser quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis beaucoup plus proche de Canguilhem pour penser que finalement chacun édifie ses propres normes, même si elles sont parfois un peu à l'encontre de la société. Mais là, dans ce cas-là, on est plutôt dans des jugements de valeur, ce que d'ailleurs dénonçait Michel Foucault ou bien d'autres sur l'enfermement de la folie. Bon, je ne mésestime pas pour autant. Évidemment,
évidemment que la souffrance peut empêcher de vivre et qu'il est nécessaire de l'accompagner. Mais je crois aussi, j'ai toujours dit d'ailleurs, qu'on pouvait accompagner la souffrance sans lui donner des étiquettes et sans enfermer dans des identités, des identités un peu secondes, voire des identités négatives, comme dirait Erik Erikson, qui permet malheureusement, par exemple, à des anorexiques, ou enfin des personnes qu'on nomme anorexiques ou toxicomanes, d'avoir une identité de rechange, finalement, une identité de prothèse, que j'ai toujours trouvé assez anti-thérapeutique pour ma part. Mais bon, là, ce serait l'objet d'un immense débat, donc c'est pas l'objet aujourd'hui. Et puis, donc, maintenant, la question que tu me posais, Israël, elle est vraiment très compliquée parce qu'il n'y a pas une jeunesse, évidemment, il y a d'innombrables jeunesses. Je trouve que c'est parfois très difficile de faire de la sociologie. C'est pour ça que quand j'ai tout à l'heure terminé mon propos sur une analyse de l'individualisme contemporain, je me disais, je vais me faire descendre parce que je pointe des comportements de déliaison, de disjonction, etc. Et on peut, bien entendu, l'ensemble de la société ne peut pas se reconnaître là-dedans. Mais ça existe quand même. Alors dans la jeunesse d'aujourd'hui, on a effectivement une jeunesse qui peut être extrêmement dévouée, qui peut être extrêmement engagée, qui se sent responsable, qui est dans d'innombrables formes de militantisme. Et il y a une autre part de la jeunesse qui est en effet désengagée, qui est plutôt dans le « je n'en ai rien à foutre » que je citais tout à l'heure. Il y en a une partie d'autres qui sont un peu dans le mi-chemin. Ils sont effectivement énormément repliés sur eux-mêmes. Ils sont d'ailleurs dans des contradictions majeures. Ils pensent être, par exemple, contre la pollution, mais ils regardent leur portable toutes les 2 minutes, ce qui donc implique évidemment, en termes de pollution, des choses assez redoutables. S'il faut recharger le portable plusieurs fois par jour, la jeunesse, je pense, elle est, bien sûr, elle est, peut-on dire qu'elle est le symptôme? Elle est trop multiple, elle est trop partagée, elle est trop ambivalente. J'aurais du mal donc j'essaie toujours quand j'interviens là-dessus de dire il y a des jeunesses, et des jeunesses d'ailleurs en termes sociaux, en termes culturels, en termes de région même. Je pense que c'est pas du tout la même chose d'être un jeune à Brest ou un jeune à Strasbourg ou à Marseille. Il y a tellement de données qui sont à prendre en considération que parfois, je ne dis pas que ça nous lie les mains, parce que ça ne nous empêche pas d'écrire ou de penser, mais en fait, il faudra à chaque fois introduire énormément de nuances dans tout ce qu'on dit pour ne pas justement faire injure à l'infinie complexité du monde, comme disait aussi Max Weber. Alors, le temps nous échappe, nous allons passer maintenant aux questions des internautes. Alors évidemment, faire une table ronde autour de cesser d'exister pour rester en vie ne pouvait que susciter des questions existentielles. Donc une question de Manon sur Internet. Vivre, c'est résister, mais alors pourquoi on continue de se reproduire si on sait que la vie est avant tout souffrance et adversité? Éric Fiat. Pourquoi on continue à se reproduire? Mais parce que la vie n'est pas que... Comment a dit notre ami? Vivre, c'est résister, mais pourquoi on continue de se reproduire si on sait que la vie est avant tout souffrance et adversité? Alors, elle n'est pas que souffrance et adversité, c'est ce que j'essayais de rendre compte. C'est ce à quoi j'essayais de rendre hommage en disant que nous oscillons toute notre vie entre des moments où nous pensons que l'existence est un cadeau et des moments où nous pensons que l'existence est un fardeau. J'aime bien l'expression « vivre, c'est résister », mais je crois qu'on peut en conclure qu'il y a 2 résistances. De temps en temps, c'est résister à la souffrance. De temps en temps, c'est résister à ce qui nous empêche d'être joyeux. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je trouve que ce serait une vision trop unilatérale de la vie que de dire qu'elle n'est que souffrance, elle est aussi joie. Ce sont les 2 faces d'une même médaille. Et nous devons résister parfois à la souffrance et parfois à résister à ce qui nous empêche d'être joyeux. Et si nous nous reproduisons, bien que cela reste assez énigmatique de savoir pourquoi nous le faisons, c'est en raison de ce pari que nous faisons que ceux que nous mettons au monde, eh bien, éprouveront, c'est notre seul espoir, plus souvent le sentiment que l'existence est un cadeau plutôt qu'elle est un fardeau. Maurice Corcos. Ben, je crois que
Bon, la pandémie montre que nous sommes extrêmement vulnérables et que memento mori, et que on ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas où on va et on sait que ça va finir mal à la fin. Donc vivre, oui, c'est résister. Alors pourquoi continuer à résister? Pourquoi le dur désir de durer? Eh bien parce que dans le dur désir de durer, c'est-à-dire adossé au néant, contre le néant, en disant non au néant, résister, c'est créer. C'est créer un champ de possibles. Et ce champ de possibles, s'il se déploie, il permet de multiples relations qui vont aboutir à des joies, à des jubilations, à des exaltations. Bon. Mais ça n'empêche pas qu'à un certain moment, on retombera à il faut bien durer, il faut bien résister, il faut bien contrer le néant qui nous aspire de l'intérieur ou de l'extérieur. Par rapport à ce qu'a dit mon ami David, je suis loin, il le sait, d'être un psychiatre catégorisateur. J'ai écrit 3 bouquins pour dire qu'il fallait arrêter de catégoriser. Mais malheureusement, je suis médecin psychiatre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est-à-dire que la biologie, ça existe. Et que oui, le sens, c'est pour ceux qui ont un équilibre somatopsychique suffisamment bon. L'anorexie, elle n'a pas un équilibre somatopsychique suffisamment bon. Son corps ne lui permet pas de penser, en tout cas pas de la même manière lorsqu'elle est à 25 kg ou à 45 kg. C'est ça que j'essaye de dire. Alors si elle veut créer ses propres normes, oui, tu l'as dit très bien, elle risque de verser à un certain moment dans une identité de compensation, une identité d'emprunt. Mais ça, je respecte, moi, qu'elle ne puisse pas faire autre chose que ça pour tenir. Mais je souhaite quelque chose pour elle. Je lui demande de résister, d'essayer de se dégager de ça pour devenir une femme et rencontrer un autre champ de possibles. Parce que son corps se métamorphose et fleurit et devient un corps de femme, alors les émotions, les sensations, les chaleurs, les frissons qui l'animent lui permettent de vivre et pas simplement d'exister et de rencontrer tout un champ possible. Je lui demande de résister aussi comme ça, dans le positif et pas simplement dans le négatif. Je n'ai pas dit non plus que tous ceux qui étaient des borderline, je ne sais quoi, non. Je dis que mon champ d'expérience clinique, l'adolescent, l'adulte jeune, nous fait recevoir bon nombre de ces gens qui sont transgresseurs, que les flics arrêtent et auxquels ils mettent 135 € d'amende parce qu'ils ne mettent pas les masques. Moi, je vous dis qu'ils ne mettent pas les masques. Ceux que je reçois, je ne parle que de ceux-là, hein. David a raison, je ne parle pas de tous, ils sont tellement différents, des jeunesses, des anorexiques, etc. Mais ceux dont je m'occupe, qui me préoccupent, qui prennent les amendes, ceux dont on dit qu'ils font ça parce qu'ils sont transgressifs, ils veulent lutter contre l'autorité, qui veulent se radicaliser pour retrouver... Enfin, ceux dont je m'occupe, je peux vous dire que pour eux, malheureusement, et je suis bien triste de ça, ils sont, dans la grande majorité des cas, dans des affres, des tourments, des zones de métabolisation psychique qui sont hors sens. Et c'est pour ça qu'ils ont une vie mécanique qui va finir très mal parce qu'elle n'est que mécanique et que la vie n'est pas entrée à l'intérieur pour ouvrir le champ des possibles. Ils sont dans un champ de répétition, de répétition, de répétition d'un réel traumatique qu'ils ont subi. Ça existe, oui. Et oui, David a raison, j'aimerais bien qu'ils puissent se dégager de ça et qu'ils accèdent à un sens qui les fasse sortir de cette mécanique répétitive qui va aller... Sauf que les chiffres sont là. Dans la grande majorité des cas, ils n'y échappent pas. Et il faut qu'ils puissent rencontrer des gens comme nous, comme d'autres, qui puissent changer ce qui est malheureusement une fatalité, un destin, et pour qu'ils accèdent à une destinée. Mais la fatalité, la destin, on se la construit, y compris en se choisissant des normes de rétrécissement plutôt que d'exaltation. Merci. Alors, une dernière question des internautes, une question qui revient assez souvent. Ne vivre que pour travailler, est-ce cesser d'exister? Marie-Frédérique Baquet. Oh là là, oui, alors écoutez, déjà je trouve la grande leçon des personnes très très âgées, que j'appelle les très grands vieux, c'est tant que la vie n'est pas un fardeau, c'est cette curiosité du monde. C'est ce désir de savoir comment tout ça va se passer. Et donc, tant qu'ils ne sont pas déprimés, et donc dans un état, je dirais, d'anesthésie affective, donc c'est pas du tout le cas, bien entendu, lorsqu'ils peuvent participer aux groupes de parole ou aux échanges, ces personnes nous montrent combien, alors qu'ils ont vécu,
justement, ils souhaitent maintenant non seulement exister, mais participer à la société, tout en étant à la fois les grands témoins dans le sens où ils ont vécu si longtemps, et d'autre part, en étant aptes à regarder ce qui se passe et à renvoyer sur le plan éthique, parce que malheureusement, trop souvent, on ne fait pas appel à eux, à leur bon sens, à leur statut également, comme on le faisait dans certains pays d'Afrique, où bien sûr, les très grands vieux avaient la plus grande notoriété possible pour juger, pour évaluer, pour aider la société et la conseiller. Donc, bien sûr que ici, on a une autre vision du monde, une vision qui est du côté de l'existence une fois que un certain nombre une grande durée de vie a été produite et passée. Donc voilà, ça c'est... Et je ne sais pas si je dois clore le débat, Israël. On s'approche de la fin, peut-être un petit mot de conclusion, mais je vais faire la même chose avec tous les orateurs. Oui, donc je pense que, en tout cas pour ma part, la pandémie est toujours une occasion de penser et donc de chercher du sens, à la fois historique, à la fois anthropologique, à nos modes d'existence justement. Après, il faut savoir solliciter les uns et les autres. Et on a des catégories de notre population qui ont été évincées, hélas, dans ces maisons de retirement, donc de retraite, entre guillemets. Et je pense qu'on peut faire appel à elles, parce qu'elles ont suffisamment eu d'expérience pour pouvoir nous aider à vivre cette nouvelle expérience-là. David ? Moi, je pense que rien n'est jamais perdu, que le monde est toujours devant soi, il est entre nos mains. Voilà. Maurice. Je partage l'avis de David, mais pour un certain nombre qui ont mal démarré dans la vie, pour qui c'est beaucoup plus difficile, pour qui l'adversité fait qu'ils sont nés aux accidents, pour qui le verre est déjà cassé, il n'est pas à moitié plein ou à moitié vide. Pour cela, c'est cela qu'il faut aider, c'est eux les plus démunis. Il faut les aider à résister, c'est-à-dire à créer d'autres conditions et à ne pas céder à la tentation de dire oui, masochiquement à la mort, y compris, si on veut leur attribuer ça, dans une forme d'affirmation identitaire en négatif, en contre. Non, il faut les aider à les déplacer d'un champ de valeur, d'un champ de réalité qui a été le leur et qui n'est pas le bon. Il faut leur permettre d'aller aimer ailleurs que là où ils ont été nés et élevés aux accidents. Il faut s'occuper des banlieues, il faut s'occuper de ceux qui n'ont pas de moyens de subsistance, parce que dans ces territoires-là, l'économie va prévaloir sur la possibilité du sens. La misère, l'absence d'accès à la santé, aux études, tout ce qui empêche même de rencontrer les autres fait qu'ils n'auront pas de possibilité d'accéder au sens. Comme nous, les privilégiés, nous pouvons le faire et réfléchir et métaboliser. Eux, ça va être barré d'emblée. Donc, il faut les aider grandement. Éric Fiat. J'ai envie, pour conclure, de reprendre l'éloge de la parole qui a été fait par Marie-Frédérique. Puisse la parole retisser les liens là où l'épidémie a déchiré les mailles. Je dirais ça comme ça. Je crois que tant que la parole est possible, en effet, s'ouvrent des possibles qui nous font espérer que ceux qui en ce moment ont vraiment le sentiment de l'impossible, eh bien, reprennent le chemin de quelque chose comme la joie d'exister. Puisse la parole retisser les liens là où l'épidémie a déchiré les mailles. Merci à vous quatre pour ce débat de grande qualité qui vient terminer cette 11e édition du Forum européen de bioéthique. Je vous remercie encore par avance de prendre encore quelques instants
Tout d'abord parce que je tenais à remercier les 70 intervenants qui ont accepté de venir sur place ou de se libérer un peu de leur temps pour être là en visio, parce que c'était un effort important en cette période un peu compliquée, donc je tenais vraiment à les remercier. Vous dire aussi tout le bonheur que j'ai eu personnellement d'assister à tous ces débats, et aussi le bonheur d'avoir participé à faire voir, à faire entendre ces débats qui m'ont tous semblé être très pertinents dans la situation actuelle, et surtout au vu de la période de disette un peu culturelle qu'on nous impose, je pense que c'était tout à fait salutaire. Dire aussi que ceux qui nous ont manqué, ce sont les chanteurs, les chanteuses, les danseurs, les chorégraphes, tous les acteurs du milieu culturel, et promis, pour la prochaine édition, on essaiera de les mettre à l'honneur, et parce qu'eux aussi ont quelque chose à dire de l'éthique, bien évidemment. Je suis également maintenant dans la possibilité de pouvoir faire les remerciements, ce qui est tout à fait normal. Tout d'abord, les soutiens financiers qui nous accompagnent depuis maintenant 11 ans. C'est la région Grand Est, l'Eurométropole de Strasbourg et la ville de Strasbourg. Nous avons un financement qui est 100% public, donc on a besoin d'eux. Ils ont été là au rendez-vous, et c'est grâce à eux qu'on a pu faire cette édition dans de bonnes conditions. Merci également à nos partenaires, le magazine Cerveau et Psycho, les DNA, Arte, France 3 Grand Est, France Bleu Alsace, Stras TV, l'Université de Strasbourg, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'INSERM, la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique, l'espace de réflexion éthique Grand Est, la librairie Kléber, le club de la presse, l'agence culturelle d'Alsace. Merci également aux équipes qui ont rendu possible cette édition dans d'excellentes conditions. En premier lieu, merci à Israël Nizan et à Maud Nizan qui ont participé à l'élaboration, à la présentation, qui ont donné de leur temps et qui sont les acteurs principaux de cette édition. Merci également à Laurence et à tous les membres du conseil scientifique, dont certains sont présents également en visio ce soir et même en présentiel ce soir. Donc merci à eux. Un immense merci à Raphaël Bloch de Raphaël Bloch Conseil qui nous accompagne et sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Merci à Georges, Evelyne, Léa et toute l'équipe technique de Boulevard des Productions qui ont relevé le défi, qui nous ont permis de braver les obstacles pour avoir à toutes les tables rondes des interventions de qualité. Merci également à Thomas et à toute l'équipe de Goodway qui nous accompagne, à notre attachée de presse Sabrina, sa collaboratrice Marie, à l'équipe des traducteurs en langue des signes, à l'équipe des vélotypistes qui ont réalisé les sous-titres en live, aux équipes de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole de Strasbourg. Voilà. Rien de tout cela n'aurait été possible sans eux, sans vous, et donc un grand merci. Et bien évidemment, on vous donnera des nouvelles parce que l'année prochaine, on va essayer de faire une édition qui va faire venir les gens si c'est possible, mais dans tous les cas, on a acquis de l'expérience, on a grandi aussi avec cette édition, et tout cela a été possible grâce à tout le monde. Merci. Et je voudrais remercier, parce qu'il ne peut pas le faire lui-même, Aurélien Benwalid qui a maintenant sa première expérience de président du forum. C'est lui qui en a réalisé le programme, c'est lui qui en a conçu les idées principales, et je dois dire que le Forum européen de bioéthique est en d'excellentes mains, et bravo Aurélien pour cette édition dans des conditions particulières, mais elle n'en était pas moins bonne, et on le verra d'ailleurs parce que beaucoup d'enseignants, beaucoup d'étudiants viennent regarder en replay les sessions qu'on tient à leur disposition, et ça nous fait un très très grand plaisir. Un très grand merci Aurélien. Merci et à très bientôt pour des nouveaux rendez-vous de bioéthique. Bonne soirée.